J'ai intitulé ma conférence à méchants, méchants ennemis. C'est pas exactement ce que j'ai mis dans le résumé que je vais faire. J'ai un peu changé au cours de route, mais ça sera pas loin. En fait, c'est un livre que je viens de terminer qui s'appelle Les Nouveaux Méchants. Et donc, je vais vous rendre compte d'une petite partie de ce livre, en espérant que je vais bien suivre ce que j'ai fait, parce que quand on fait des conférences plusieurs fois sur le même thème, on les possède complètement. Là, c'est la première fois que je parle de ce que j'ai fait dans ce livre, donc j'espère que je vais comprendre d'abord, dans un premier temps, et puis que je vais réussir à suivre. Mais bon, alors, en fait, parmi toutes les nouveautés que les séries américaines ont apportées ces dernières années, il y a une chose qui m'a frappé très fortement, en raison notamment des étudiants qui font des masters sous ma direction sur la télévision, très souvent, et sur les séries, c'est la présence des méchants. Parce que très souvent, j'ai eu des propositions de sujets sur les méchants. Alors, les méchants, par exemple, on commence souvent avec Soprano, Dexter Morgan, Walter White, etc. C'est pas que cette présence des méchants dans les séries soit complètement nouvelle, parce qu'en fait, il n'y a pas, non seulement il n'y a pas de série sans méchants, mais il n'y a pas de récit sans méchants. Il n'y a pas de possibilité de faire un récit où il n'y aurait pas un conflit. Je me rappelle quand je faisais des cours de scénario, j'avais des étudiants parfois qui faisaient des histoires avec un homme qui rencontrait une femme, ils étaient très beaux tous les deux, ils gagnaient beaucoup d'argent, puis ils avaient de très beaux enfants. Ils disaient, oui, et alors non, ça ne fait pas une histoire. Mais ça serait bien, évidemment, on aime beaucoup qu'il y ait du bonheur, mais ça ne fait pas des histoires. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des personnages nouveaux qui sont... Les héros sont des méchants. Alors souvent, on emploie le terme d'anti-héros. Je ne vais pas le critiquer longuement, mais je le trouve débile, parce que ces anti-héros, ce qu'on appelle ces anti-héros, sont exactement en position de héros. Simplement, ils sont méchants au lieu d'être gentils. Mais ils n'ont pas une position complètement différente de ce qu'on appelle un héros. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un méchant? Quand on réfléchit sur ce genre de sujet, évidemment, la question se pose aussitôt, et on se rend compte que c'est pas très facile à définir. C'est évidemment très subjectif, la méchanceté. On l'éprouve tous avec un certain nombre de gens autour de soi, notamment dans l'université, les collègues sont un bon exemple. Mais on a du mal parfois à le définir. Alors, les Américains ont des mots pour ça. Ils parlent de bad guy, ils parlent de villain, ils parlent même de big bad pour Buffy contre les vampires. Mais ces termes ne sont pas faciles à traduire, parce que vous savez, bad guy en français c'est devenu presque c'est des méchants gentils, c'est pas des vrais méchants. Donc je vais garder ce vocabulaire de méchant qui est tout à fait enfantin, mais finalement j'en vois pas tellement d'autres. Alors, qu'est-ce que ça peut être qu'un méchant? On se souvient, une des références de départ évidemment, c'est JR dans Dallas. Vous vous souvenez tous, enfin vous vous souvenez tous. Vous vous souvenez pas tous parce qu'il y a trop de gens qui sont jeunes là, mais je parle à ceux qui ont le même âge que moi. Donc vous connaissez tous JR, qui était un méchant, j'allais dire, prévisible. C'est-à-dire c'est un caractère au sens que l'anglais donne à ce terme, c'est-à-dire à la fois un personnage et un caractère qui caractérise tout le personnage. Un peu comme chez Molière, Tartuffe et l'hypocrite, il y a le misanthrope, il y a le malade imaginaire, et tout ce qui va arriver va dériver de ce caractère, c'est-à-dire du fait d'être misanthrope ou au contraire hypocrite, etc. À l'inverse, les méchants, les nouveaux méchants des séries sont pas nés méchants. Pour reprendre une formule célèbre que Beauvoir appliquait pas aux méchants. On ne naît pas méchant, on devient dans une série. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une évolution très forte dans toutes les séries de la psychologie qui était celle qu'on trouvait chez Molière ou chez Pierre Richard, aussi bien, le distrait, c'est-à-dire tout arrive parce qu'on est distrait, à des personnages qui ont une profondeur psychanalytique, c'est-à-dire qui ont des comportements qui viennent d'une vérité intérieure,
Alors, quand j'ai voulu faire ce livre sur les nouveaux méchants, il m'est apparu qu'en les regardant certaines séries, donc Dexter, Deadwood, Breaking Bad, qu'ils avaient tous un point commun, c'est que, en même temps qu'ils étaient méchants, ils reflétaient une perte de confiance dans le rêve américain. Et donc, en regardant ces fictions, je me suis moi-même raconté des histoires. Alors, je ne sais pas si les séries rendent meilleur, je ne suis pas sûr qu'elles me rendent meilleur personnellement, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles me font me raconter des histoires. Et donc, j'ai eu envie de regarder certaines séries en les enchaînant dans un autre récit, d'en refaire un autre récit. D'où une hypothèse qui est mi-fictionnelle, mi-théorique, que toutes les séries qui montrent des méchants racontent en fait une seule et même histoire, qui est celle de l'Amérique. Et qu'il suffit de les mettre dans le bon ordre pour savoir un peu plus sur le pays qui leur a donné le jour. Mais quelle série et dans quel ordre? Alors j'ai choisi effectivement Deadwood, Dexter et Breaking Bad. Pourquoi Deadwood? Deadwood, c'est pas la série la plus connue, mais c'est une série magnifique que je crois qu'il faut voir. Deadwood se déroule à la fin du 19e siècle dans un univers de western où traditionnellement il y a des vilains. Même si la série déconstruit les stéréotypes, et notamment les stéréotypes du western cinématographique, elle conserve un aspect de l'Ouest, c'est de mettre en scène des méchants immédiatement reconnaissables, bien dans leur rôle, si on peut dire, qui sont dès le départ des méchants. Alors, par exemple, on a dans Deadwood un des deux méchants qui est Al Swearengen, que vous voyez ici observer toute la ville à droite et dans un face-à-face où il manque de tuer son interlocuteur. Celui-ci, on peut dire qu'il est d'une certaine façon né méchant. Même s'il y a un petit moment sur son enfance où on comprend qu'il a eu un peu de traumatisme. Ce qui est intéressant ici, c'est que Deadwood, en même temps, raconte comment un village de tentes se constitue peu à peu en une ville et comment donc se fonde l'esprit même de communauté, qui est l'esprit à la base, j'allais dire, de tout ce qui est l'Amérique. Sans déflorer la suite, parce qu'il faut un peu de suspense, évidemment, comme dans les séries, on peut avancer que les nouveaux méchants surgissent dans un univers où justement va se dissoudre cette idée de la communauté. Ce que va montrer à sa manière Dexter, donc tueur en série, c'est qu'il intervient parce que les institutions vacillent, parce que l'idée même de communauté vacille. Quant à Breaking Bad, qui, comme vous savez tous, narre l'histoire d'un professeur de chimie qui fait de la drogue, lui aussi, ce qui compte chez lui, c'est qu'il réagit contre des faiblesses de l'institution américaine. Donc, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'en les étudiant, on voit ce que pour un Américain méchanceté veut dire, et on va voir que ce n'est pas exactement ce que nous entendons, nous, par méchanceté. On pourrait dire que ces trois séries s'enchaînent de la façon suivante. Deadwood, Dexter, Breaking Bad. Ça donnerait quelque chose comme à l'Ouest, les hors-la-loi font régner une violence fondée sur la vengeance et la loi du talion. Celle-ci est repoussée progressivement quand les citoyens prennent conscience qu'ils forment une communauté. Mais l'avènement du capitalisme se fonde sur une autre violence qui compose avec la politique. Et c'est la fin de Deadwood qui prend comme personnage montant Hearst, le père de William Hearst, qui est un des capitalistes, évidemment, modèles des États-Unis. Donc, on aurait au départ cette communauté, et quand les institutions chargées de maintenir la communauté, la société en bon ordre se faiblissent, alors naissent les méchants. C'est Dexter qui va reprocher à la police de mal faire son travail. Ça va être évidemment Breaking Bad, où l'impossibilité de se soigner dans un système de santé sain oblige à sortir de la loi.
Donc, de résumer de cette façon, on comprend que les méchants, si vous voulez, on devient méchant en Breaking Bad en réaction, finalement, à cette déperdition du rêve américain. Mais pour autant, ces méchants, et c'est une des questions évidemment qu'on peut se poser, parce que si, à la suite de ce que disait Thibaut Saint-Maurice, est-ce que ça rend meilleur? La question qu'on se pose toujours et qu'on me pose souvent, mais est-ce que ça rend méchant finalement de regarder ces méchants? Parce que ça pourrait ne pas rendre meilleur. Alors, pour répondre à cette question, il va être intéressant et important d'avoir deux points de vue philosophiques, deux points de vue différents. Hal Swearingen, donc, que vous avez devant les yeux, il est donc méchant au départ. Il a juste eu un petit traumatisme. Il a été recueilli par une mère maquerelle puis il a vu partir sa mère avec un bateau pour la Géorgie. Et donc ça explique un certain nombre de ses comportements envers les femmes. Mais c'est juste dit en passant. La plupart du temps, on ne s'interroge pas sur sa méchanceté. Dans Dexter, il en va tout à fait autrement. Au cours des 8 saisons, la série va hésiter précisément entre deux hypothèses pour justifier le comportement du héros. La première hypothèse est purement médicale. C'est d'ailleurs celle que va avoir Evelyn Fogel, la psychiatre qu'il a connue enfant et qui s'occupe des psychopathes, qui attribue l'appétence de Dexter pour l'homicide à une anomalie physiologique, la déficience du cortex insulaire antérieur, la partie qui est dédiée à l'empathie. Il y a une seconde explication qui n'est pas tout à fait compatible, en fait, et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des contradictions aussi dans les séries complexes. La deuxième explication est psychanalytique, c'est-à-dire elle trouve son origine dans le fait que Dexter a connu une scène traumatique dans laquelle il a vu, comme vous savez, ses parents assassinés, découpés à la tronçonneuse, etc. Donc on hésite en fait pour savoir si Dexter est coupable ou non. Parce que s'il est déterminé physiologiquement, psychiatriquement, il n'est pas tout à fait coupable. Pour qu'il soit coupable, il faut qu'il ait un minimum de liberté. Et donc, cette liberté, on va la trouver éventuellement dans l'explication psychanalytique. Mais plus les saisons avancent, moins Dexter semble dominé par son dark passenger. Il continue à tuer, mais c'est plus seulement parce qu'il est malade ou traumatisé, c'est parce qu'il est, dit-il, choqué par la cruauté du monde. Je me suis toujours considéré comme un monstre, mais je peux encore être choqué par l'ampleur de la cruauté qui existe dans le monde. Donc la justification de son, disons même à l'inverse, son activité criminelle est justifiée par le fait que le monde lui-même est cruel et donc qu'il adopte le comportement que lui a dicté son père, Harry, qui lui dit parfois le système échoue et des criminels passent à travers les mailles. C'est ça le point traumatique qui va faire que Dexter chasse des criminels. Donc, pour aller plus vite que la justice qui ne réussit pas à rattraper des innocents, eh bien, Dexter va faire sa propre justice. Et il dit, dans une séquence que je vais vous montrer, si ça marche, mais en général, ça ne marche pas quand je le fais. Oui, vous voyez, déjà, je ne trouve pas où est le truc. Pourquoi ça marchait tout à l'heure, mais bon, voilà, ça y est. Voilà. Pourquoi il n'y a pas d'image? Ah, d'accord. Pourquoi il n'y a pas d'image? Je pense que c'est une question de... oui, d'accord, c'est une question d'Hertz, un truc comme ça. Alors... c'est là. Alors... C'était pas les Hertz, c'était les pixels. Non, oui, c'est les pixels, oui. Vous avez raison. C'est l'autre. Vous croyez que c'est plutôt les... Sur couleur? Non.
Ah oui, d'accord. C'est peut-être juste. Alors je réessaye. C'est peut-être parce que tout à l'heure ça marchait très bien, évidemment. Bon. Et tout à l'heure elle marchait très bien. Mais... Ça vient de l'ordi, non? Ça doit venir de l'ordi, non? Non, mais je. Bon. Peu importe, vous n'aurez pas d'extrait. Dans cet extrait, mais vous avez tous compris ce qu'on dit en anglais, évidemment, parce que vous parlez tous anglais parfaitement couramment. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est j'aurais moins de boulot si la police marchait mieux. Il dit ça à sa sœur, qui, à la 7e saison, quand elle sait qu'il est criminel, et elle lui dit qu'il va se faire, qu'il mériterait d'être condamné à mort, etc. Elle dit, mais il répond non, parce que de toute façon, ce que je fais, c'est en raison de la faiblesse des institutions. Donc, quand on compare, en fait, Dexter, la série, au roman Dexter, qui se vend à côté, on s'aperçoit que la série donne beaucoup de circonstances atténuantes à Dexter. Moi, je ne sais plus, tout à l'heure, on disait, est-ce que personne s'identifierait à Dexter? Moi, non, moi, je l'aime bien, Dexter. Et j'ai jamais tué personne. Pourquoi je l'aime bien? Mais parce que Dexter, si c'est un criminel, ok, c'est d'abord quelqu'un qui est un très bon père, qui est même capable d'amour, et qui est même capable énormément d'amour, et qui fait tout par amour à la fin, y compris pour sa sœur. Donc, c'est pas du tout... on confond plusieurs choses quand on parle des personnages, qui est la fonction qu'ils ont, le caractère, la psychologie qu'ils ont, et l'idéologie qu'ils ont, qui sont trois choses qui ne marchent pas toujours ensemble. Donc, ce qui fait que Dexter n'est pas repoussant, c'est précisément qu'il est d'abord quelqu'un qui aime et qui est d'abord surtout un bon père. Donc ce Dexter-là n'est pas du tout comme le Dexter romanesque qui prend plaisir à torturer. Je vous rappelle qu'on ne voit pratiquement pas Dexter torturé. Il a juste un petit plaisir comme ça à tuer les gens, mais pas sans plus. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas découper les gens, sauf furtivement à un moment. Donc, rappelons qu'il obéit à des principes qui sont ceux de son père: ne te fais pas attraper, sois absolument certain de la culpabilité, ne prive jamais un innocent de la vie, sois sûr qu'il tuera à nouveau, tuer sans but précis est un meurtre, se fondre et faire semblant d'être comme les autres. Donc, si le dernier commandement suppose que Dexter peut maîtriser son apparence tout en étant psychopathe, ce qui est assez bizarre, le premier isolé des deux suivants peut sembler immoral et étonnant puisqu'il est formulé par un policier. En fait, il est une condition, évidemment, de ne pas se faire attraper pour que l'activité continue et que la série continue. Il ne peut plus, mais il doit tuer que des meurtriers d'innocents. Donc l'aspect missionnaire de Dexter est souligné par le fait qu'il éprouve la plus grande culpabilité quand à la suite d'une erreur, il tue un innocent. Son père lui a indiqué que certains ne méritent pas de vivre, je le cite, mais il ne faut pas se tromper de cible. Cette morale, c'est une morale qu'il a reçue en héritage, va peu à peu gagner du terrain. Après avoir tué un bad guy, Fuentes, Deb, sa sœur, confie à son frère qu'elle n'a pas de remords, ajoutant, sans se rendre compte de la signification de ce qu'elle dit, que finalement, elle a tué quelqu'un qu'il méritait, mais que lui, Dexter, ne peut pas comprendre parce qu'il ne porte pas d'armes. Donc les deux arcs narratifs des personnages s'opposent, tandis que l'un apprend peu à peu à ressentir, l'autre adapte sa morale à l'utilité sociale des crimes. Ce qui est en jeu donc ici, c'est la suprématie d'une morale naturelle sur l'état de droit. C'est d'ailleurs comme ça qu'Evelyn Fogel, à la fois spécialiste des psychopathes et père symbolique de Dexter, voit les choses. Elle dit « Les humains ont un besoin inné de justice ». Ce raisonnement n'est pas éloigné de celui qui justifiait les nombreuses morts dans l'univers de l'Ouest, du western, et notamment celles qui interviennent dans Deadwood. Dans Deadwood, il y a un des héros emblématiques de la conquête de l'Ouest, qui est Billy Cock, qui est comme Buffalo Bill, un de ces cow-boys qui a tué des dizaines de gens. Mais Roosevelt disait de tous ces meurtriers, de tous ces finalement justiciers meurtriers, ceux qui sont tués, en général, méritent leur sort.
Et donc ça suffit à justifier que ces bad guys soient ce que les Américains appellent souvent des good bad guys. Donc Dexter, tout comme Billy Koch, ne sera pas jugé par une cour, malgré les nombreuses morts violentes dont il est responsable. Mais si Koch ou Buffalo Bill ou Dexter outrepassent la loi, c'est toujours pour le bien de la communauté. Mais ce que nous acceptons quand nous regardons un western, parce que nous avons tous regardé des tas de westerns, où Buffalo Bill, ou Hickok, etc., tuaient des tas de gens sans que ça gêne qui que ce soit, ici ça apparaît dans sa crudité parce que on est dans une autre époque, qui est justement celle dont Deadwood nous a fait sortir, qui est l'état de droit. Et on peut faire l'hypothèse que Dexter est d'autant plus choquant pour un spectateur européen qui juge la série en fonction de la morale chrétienne et plus précisément du commandement 5 du décalogue, tu ne tueras point. C'est tellement choquant que la télévision suisse a interdit la diffusion de Dexter. Pour comprendre Dexter, il faut resituer la série donc dans une tradition séculaire du vigilantisme très forte aux États-Unis, qui est le fait d'exercer la loi en dehors de toute procédure judiciaire, parce que les institutions légales sont considérées comme inefficaces. Si ce mot a couramment été dévoyé dans le western, le vigilantisme doit ses lettres de noblesse au roman d'Edgar Wallace, Les 4 justiciers de Fort Just Men. Ce roman, qui reste un best-seller aux États-Unis, raconte l'histoire de 4 hommes qui éliminent des voleurs, des meurtriers, des politiciens véreux, et qui ont décidé de supprimer une secrétaire d'État qui n'a pas voulu retirer une loi inique sur l'extradition des étrangers. Comme ces justiciers, Dexter tue des bad boys et ils vivent une vie en apparence normale. Les justiciers, oui, je vais vous citer un critique américain, mais bon, je vais passer dessus. Pour juger donc de la moralité des actions des personnages dans le contexte américain, il faut abandonner nos valeurs et ne pas perdre de vue que beaucoup des institutions américaines sont fondées sur des principes utilitaires et que l'utilitarisme peut être aussi une morale personnelle. Dans ce contexte, le devoir et cette action qui cause, alors pour les utilitaristes et notamment pour Stuart Mill, qui est un des grands utilitaristes, le devoir est, je cite, cette action qui cause plus de bien dans l'univers que n'importe quelle alternative. Pour Mill, qui est tenant du conséquentialisme, il affirme que si on nous dit que ne pas commettre de meurtre est un devoir, on nous dit que cette action, quelle qu'elle puisse être, est appelée meurtre, qui est appelée meurtre, ne causera en aucune circonstance autant de bien dans l'univers que de l'éviter. Ce raisonnement est celui de Dexter, c'est-à-dire tuer évite qu'on tue des innocents. Et donc, c'est bien. S'il tue, c'est en quelque sorte pour le bien de l'humanité, pour que les innocents ne risquent plus de tomber entre les mains d'un tueur en série. D'où la prescription du code d'Harry d'être sûr que le criminel tuera à nouveau. Son action est donc tout entière guidée par le conséquentialisme, qui, on le verra, inspire pas mal d'autres méchants. Cette philosophie peut se résumer par une formule latine, lapidaire, fiat justitia ruat caelum. Donc vous avez tous compris, évidemment, comme vous parlez anglais de la même façon. Mais je vais quand même la traduire par gentillesse. Que le ciel s'écroule, mais que la justice soit faite. Que le ciel s'écroule, mais que la justice soit faite. Or, vous vous rappelez la fin de Dexter, hein? Je ne vais pas vous montrer l'extrait, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est que la justice, donc que le ciel s'écroule, mais que la justice soit faite. Vous vous rappelez qu'à la fin, il y a un terrible ouragan sur la Floride, et que Dexter, qui est parti en bateau, juste à ce moment-là, va périr en mer, et jusqu'au point où on ne le retrouvera pas, il y a un objet non identifié, et ce qui reste par ironie, c'est juste Slice, ce morceau de Slice of Life, ce morceau de vie qui est là, et on le retrouvera quelques minutes plus tard en train de faire le bûcheron dans une autre partie des États-Unis ou au Canada. Mais ce qui est amusant, c'est de voir que, si vous voulez, la fin est l'illustration parfaite de la formule utilitariste. La fin de Dexter, donc, illustre cette formule, tandis qu'Anna tente de fuir avec Harrison, son fils. Une tornade est annoncée sur Miami et Dexter a pris la mer, son slice of life, et le ciel s'est obscurci jusqu'à devenir noir, il y a un ouragan, etc. Mais la justice, donc, est passée. Alors, Breaking Bad prolonge à sa manière la philosophie qui est à l'œuvre dans Dexter. Au cours de la première saison,
Walter se demande s'il doit faire disparaître une des personnes, un des deux jeunes gens qui ont surpris son activité. Et sur un bloc-notes, il a tracé deux colonnes. D'ailleurs, ces colonnes, suivant les raccords, pour ceux qui aiment les détails, ne sont pas exactement les mêmes. Les listes ne coïncident pas exactement d'un plan à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à gauche, là, vous avez donc, il a tracé une première colonne qui est la première hypothèse, donc les laisser vivre, les tuer, et il a écrit « c'est la chose morale à faire, principe judéo-chrétien. Tu n'es pas un meurtrier, sainteté de la vie. » Sur la seconde colonne, il a écrit il tuera toute ta famille si tu le laisses partir. Et il hésite encore un moment, mais c'est finalement la deuxième colonne qui va l'emporter. C'est-à-dire que c'est une morale, effectivement, qui n'est pas la morale qu'on appelle déontologique, c'est-à-dire une morale du devoir a priori, morale chrétienne ou morale kantienne, c'est-à-dire faire en sorte que ta maxime personnelle soit possiblement universelle. Il va laisser tomber cette morale-là pour prendre la morale utilitariste. Quelles seraient les conséquences de ne pas faire disparaître ce garçon qui est emprisonné dans la cave? Donc, on voit que finalement, le décalogue avec son impératif catégorique dicté par la raison est abandonné au profit de cette morale utilitariste. L'utilitarisme juge la moralité des actes en fonction de leurs résultats. C'est une philosophie qui a été introduite par Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe siècle, et cette théorie est reprise et systématisée donc par John Mill. John Stuart Mill. Le point de départ, donc, est le principe de l'utilité, appelé aussi principe du plus grand bonheur par Bentham. La maxime, c'est « agis toujours de manière ce qu'il en résulte la plus grande quantité de bonheur ». Alors, pour lui donner du sens, on doit encore préciser qu'à défaut de bonheur, il faut rechercher la prévention ou l'adoucissement du malheur. En outre, cette maximisation du bonheur ne prend son véritable sens que par rapport à la société. Les comportements individuels doivent, pour Bentham, viser le plus grand bonheur du plus grand nombre possible. Pour juger en toute impartialité de la conduite la plus probable, la plus profitable à tous, celui qui agit doit donc se comporter comme un spectateur désintéressé et bienveillant, c'est-à-dire se mettre à distance des actions, à la façon exactement de Walter, qui met face à face, entre deux colonnes, les avantages et les inconvénients de tuer ou de ne pas tuer. Dans cette position, certaines lois peuvent apparaître injustes parce qu'elles violent le droit de quelqu'un, droit qui n'est pas défini par la loi, par une restriction de la liberté naturelle des hommes. Par exemple, il y a une discussion entre Walter et Hank dans laquelle il explique la marijuana était interdite, elle a été permise, et il montre la relativité des lois par rapport à la morale naturelle. On peut donc opposer un droit moral à la loi, et on reconnaît dans cette opposition de la loi morale, du droit moral à la loi, les propos de l'homme qui vend en contrebande une arme à Walter, et il lui dit en lui vendant en contrebande cette arme, on est dans l'Ouest, le Nouveau-Mexique n'est pas un État paisible, si un type vous cherche noise, vous avez le droit de l'abattre. Certains pensent que c'est un droit moral, je le pense aussi. Ça nous renvoie évidemment à la morale de l'Ouest, telle qu'elle est exprimée par Swearingen, qui, après le débat, le procès improvisé dans la salle du saloon, où on a abouti à l'acquittement de l'assassin du good bad guy Hickok, le patron du GEM lui recommande de craindre, je cite, « celui qui a une notion du bien et du mal ». C'est-à-dire que celui qui a une notion du bien et du mal n'est pas forcément quelqu'un qui suit la loi, mais c'est quelqu'un qui a un droit moral plus fort que la loi. Pour Mill, l'idée de justice suppose d'une part une règle de conduite commune à tous les hommes et visant leur bien, d'autre part un sentiment de justice qui est un désir presque animal, je le cite, de repousser ou de réparer un mal ou un dommage causé à soi-même ou à ceux avec qui nous sympathisons. Ce sentiment pousse l'individu à vouloir une punition proportionnée à l'infraction, d'où la primauté de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Même si ce principe a été abandonné en Europe,
note 1000, la satisfaction avec laquelle on accueille ce remboursement en nature, elle dit la satisfaction que l'on reçoit à voir finalement exercer cette loi du talion prouve qu'elle est naturelle, cette loi. Dans ce contexte, la soif de vengeance est aussi considérée comme un sentiment animal qui tire sa justification morale de son utilité, à savoir, je cite, celui de la sécurité, qui est, tout le monde le sait bien, le plus vital de tous les intérêts. C'est aussi, on l'a vu, exactement ce que pense Dexter. Au nom de la sécurité, certaines pratiques qui seraient amorales pour une morale déontologique, c'est-à-dire une morale fixant des devoirs a priori, deviennent justifiables. Je cite 1000, « Un être humain est capable de saisir la communauté d'intérêts entre lui-même et la société dont il forme une partie, de sorte qu'une conduite qui menace la sécurité de la société dans son ensemble menace sa propre personne et réveille son instinct, si instinct il y a, de défense personnelle. » Donc ce qui est moral, ce n'est pas le sentiment, mais le fait de se venger. Force est de constater que ce principe s'applique aussi bien à Dexter, qui pourrait faire sienne cette remarque de 1000, des personnes justes veulent qu'on se venge d'un préjudice causé à la société. Ça, c'est la phrase de Stuart Mill, donc je la répète, des personnes justes veulent qu'on se venge d'un préjudice causé par la société. C'est ce que font les meurtriers qui tuent des innocents. Si on écarte les explications déterministes de sa conduite, donc la normalité de Dexter ou son traumatisme, pour ne retenir que ce qui dépend de son libre arbitre, on doit admettre que l'activité de serial killer de Dexter est sous-tendue par cette morale utilitariste et que dans cette perspective, il accomplit une tâche salutaire pour la communauté et que sans lui, la communauté serait dans l'insécurité provoquée par des tueurs sans principe. Vue d'Europe, où la morale déontologique est la plus communément admise, la série est évidemment un peu choquante, ce qui explique que certaines chaînes ne l'aient pas diffusée. Vue des États-Unis, elle l'est beaucoup moins. Et il serait rapide et réducteur de considérer que l'utilitarisme n'est pas moral. Les décisions des présidents des États-Unis ont pu être jugées en fonction de cette hésitation entre morale du devoir et utilitarisme. Un philosophe américain considère par exemple que l'utilisation de la bombe atomique au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale est tout à fait justifiée quand on prend en compte que si elle n'avait pas été utilisée, il aurait fallu conquérir le Japon, ce qui aurait coûté de 500 000 à 1 million de morts. La solution retenue a donc économisé des vies. Le président Obama, récemment, a reconnu que la CIA avait pratiqué la torture après le 11 septembre. Mais il a ajouté qu'il fallait se garder de tout jugement trop moralisateur, justifiant finalement ses méthodes musclées. Il dit « Je pense que lorsqu'on regarde en arrière, il est important de se souvenir combien les gens avaient peur après la chute des tours jumelles. Le Pentagone avait été touché, un avion s'était écrasé en Pennsylvanie, les gens ne savaient pas si d'autres attaques étaient imminentes. Il y avait une énorme pression sur les épaules des forces de sécurité et nos équipes de sécurité nationale ont essayé de faire face à cette situation. » Le reste, c'est ce qu'il appelle des jugements moralisateurs. Donc, pour savoir quelle est la vraie morale, vous voyez, ça n'est pas si simple. Pour juger donc de la méchanceté des héros des séries américaines, il faut prendre en compte la théorie de celui qui est considéré comme un des papes du libéralisme, c'est-à-dire Stuart Mill. Le comportement de Walter est-il redevable de la même analyse ? À l'écouter se justifier devant Skyler, on pourrait le penser. Il dit « Quand on fait ce qu'on fait, pour de bonnes raisons, on n'a rien à craindre et il n'y a pas de meilleure raison que la famille. » Certes, la conduite de Walter n'est pas dictée par le souci du plus grand nombre possible, mais il agit néanmoins pour sa communauté. Hegel, son associé, ajouterait que s'il ne fabriquait pas de la meth, de toute façon, d'autres le feraient. Pour juger donc de la recevabilité de ces arguments, examinons à la loupe différentes actions de Walter. Il tue d'abord Crazy Eight pour éviter qu'il s'en prenne à sa famille. Il fait téléphoner à Hank que sa femme a eu un accident pour l'éloigner du camion labo où il est enfermé avec Jesse, alors qu'il est sur le point d'être pris. La conclusion qu'il tire de cet épisode est celle-ci. Le plan a fonctionné, on serait en tôle si on n'avait pas fait ça. Cette conclusion n'est pas du goût de Jesse, qui est en fait, qui s'est fait sévèrement rosser par Hank quand il a découvert la supercherie et qui l'a rendu coupable. Il décide de tuer Gale, car en tant qu'il est le seul chimiste de Gus,
tant qu'il est le seul chimiste de Gus, il ne risque rien. On le voit, toutes les actions de Walter sont motivées par les effets possibles de son inaction, ce qui l'incite à prévoir plusieurs coups à l'avance. C'est ce raisonnement fondé donc sur le résultat plutôt que sur le devoir qui réveille son instinct de défense personnelle, comme dirait Mill. À ce jeu, pendant les 3 premières saisons, Walter manque un peu de radicalité, comme lui explique Mike dans un épisode qui est intitulé de façon fort juste, évidemment, Half Measure. Mike, qui est l'homme de main de Gus, lui raconte que quand il était policier, il a arrêté à plusieurs reprises un homme qui battait sa femme. Un jour, il a compris que cet homme était irlandais et il a failli le tuer. Alors sur le statut de l'irlandais, je ne dirai rien, mais il y a des choses à dire. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais voulant faire le bien, Mike, il a renoncé au dernier moment à tuer cet homme. 2 semaines plus tard, cet homme tuait sa femme. La morale de l'histoire, dit-il, c'est que j'ai choisi la demi-mesure alors que j'aurais dû aller jusqu'au bout. Cette leçon entre sans difficulté dans le cadre utilitariste tracé par Mill. Pour sauver une innocente, qui est la fin recherchée, il vaut mieux tuer un vilain. C'est aussi la logique de Dexter, qui ne s'en prend qu'à ceux qui ont tué des innocents. Cela dit, si les actions de Walter sont subsumables sous cette logique, tant qu'il prétend œuvrer pour sa famille, il ne retient progressivement que la façon de raisonner sans assortir la finalité d'une utilité sociale comme Dexter. Quand il se prend pour le maître d'un empire, il ne garde de cette morale que l'idée de vengeance, notamment en faisant disparaître tous les membres de la bande de Gus, alors même qu'ils ont payé leurs fautes ou qu'ils payent leurs fautes en prison. Plus on avance dans les saisons, plus on constate que les actions de Walter ne sont plus guidées par le bonheur qu'il pourrait apporter à d'autres, notamment à sa famille, mais par ce qu'il pourrait nuire à sa personne. Lorsqu'à la merci de Gus, pour sauver sa peau, il dit « J'ai toujours pensé que tu étais un homme pragmatique », il faut entendre cet adjectif dans son sens plein, celui qu'il a pour les tenants de l'utilitarisme, qui est une philosophie pragmatiste. Il insinue que Gus, comme tout méchant qui se respecte, décide de ce qu'il doit faire en fonction des résultats que produira l'hypothèse retenue. Et il imagine 3 hypothèses. 1, tu me tues tout de suite. 2, on oublie tout ça, c'est un accroc dans notre partenariat fructueux. 3, il faudra un nouvel assistant pour remplacer Jesse, je m'en charge. Si Gus donc choisit la 3e solution, ce n'est pas en fonction de l'interdit de tuer, selon la morale déontologique, mais c'est qu'il est convaincu que le mieux est de continuer la production de la meth. Au début de la saison suivante, Walter emploiera d'ailleurs la même méthode au moment où Gus le menacera, ainsi que Jess, avec un cutter. « You kill me, you have nothing. You kill Jesse, you don't have me. » Walter réduit donc l'utilitarisme à un conséquentialisme où la pertinence d'une conduite ne se juge pas en fonction du résultat escompté. Cette démarche est d'ailleurs totalement consciente chez le personnage, qui, à la question de sa femme « Quand seras-tu en sécurité ?», lui répond « Personne ne doit subir les conséquences, à part moi. Les conséquences arrivent, je ne peux pas repousser l'inévitable. » En fait, la philosophie de Walter est un conséquentialisme qui hésite entre le conséquentialisme amical, friendly consequentialism, et le conséquentialisme égoïste. Le premier se définit ainsi, le conséquentialisme amical, friendly, de toutes les choses qu'une personne pourrait faire à un moment donné, l'action morale juste est celle qui a les meilleures conséquences pour cette personne et ses amis. C'est ainsi que Walter justifie certaines de ses actions aux yeux de Jesse. Par exemple, quand il lui dit « on serait en tôle si on n'avait pas fait ça ». Cette attitude est aussi celle de Dexter. La seconde, la morale, le conséquentialisme égoïste, répond à cette règle. De toutes les choses qu'une personne pourrait faire à un moment donné, l'action morale juste est celle qui a les meilleures conséquences pour cette personne. C'est le principe qu'adopte Walter à partir de la 4e saison et qui justifie tous ses crimes. La question se pose alors de savoir s'il agit dans l'esprit du conséquentialisme. On peut en douter, et pour ma part, je ferai passer par le conséquentialisme égoïste la frontière entre les héros qui agissent pour la société ou pour remédier à leurs défauts et ceux qui agissent pour leur compte comme Walter ou Al Swearingen. Dans ce second cas de figure, cela donne des raisonnements tout à fait tortueux comme celui-ci. Pour convaincre Jesse de tuer Gus, ce que Jesse refuse, Walter décide de tuer un enfant, Brock, pour lui faire croire que Gus en est responsable, ce qui, étant donné ce qu'il sait de Jesse, devrait l'inciter à passer à l'acte.
Walter peut donc aller très loin dans la stratégie pour sauver sa propre vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après le meurtre de Gus, grâce à un plan machiavélique, Skyler réalise qu'il est capable de tout. C'est ce qu'elle dit. Reste à savoir pourquoi la fiction nous fait régresser en deçà d'un état de droit que Deadwood appelait de ses voeux. N'est-ce pas le symptôme d'une crise de confiance envers les institutions ? Dexter illustre à plusieurs reprises ce manque de foi dans la capacité de l'Amérique à pouvoir encore se croire au rêve américain. D'abord dans cette scène finale où le serial killer sifflote au téléphone l'hymne national de son fils pour l'endormir, ce qui est assez drôle, parce que le rêve américain passe par le fait qu'il doit l'endormir. Comme si l'hymne américain n'était qu'une berceuse tout juste bonne à endormir. Bon. Une autre scène bouleversante est celle qui oppose brutalement le monde merveilleux de Disney et la réalité dans toute sa dureté. Quand Astor et Cody reviennent de Disneyland où ils sont allés avec leurs grands-parents, ils ont rapporté à Dexter des oreilles de Mickey qu'il s'est mis sur la tête et c'est ainsi accoutré qu'il annonce à ses enfants la mort de leur mère. La gravité de son propos souligne l'aspect dérisoire de symbole de l'Amérique. Face à cette situation, le retour au western peut paraître une solution, d'autant plus dans un pays où la légalité du port d'armes est inscrite dans la Constitution. Le deuxième amendement de la Constitution stipule « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé ». Aux États-Unis, il y a environ actuellement 300 millions d'armes à feu et 40% des possesseurs en ont acheté une pour se défendre. Néanmoins, la perte de confiance dans les institutions n'est pas propre aux Américains. Elle touche aussi la plupart des démocraties occidentales, et particulièrement la France, où quelques faits divers ont donné une certaine actualité à l'alternative qui est au centre de Dexter, entre la recherche d'une restauration d'un état de droit dans des villes violentes et la solution individuelle expéditive. Vous vous souvenez tous de ce fait divers, le 11 septembre 2013, un bijoutier se fait agresser par deux jeunes gens casqués au moment où il ouvre son magasin. Armé d'un fusil à pompe, il le menace, il roule de coups et l'oblige à ouvrir son coffre. Les malfrats volent des bijoux, s'enfuient sur un scooter et le bijoutier blesse dans le dos un des jeunes gens, l'un d'eux mortellement. Dans les heures qui suivent, une page Facebook est ouverte pour soutenir le commerçant et elle reçoit en quelques jours le soutien de 1 600 000 personnes. Le député maire de la ville, Christian Estrosi, comprend le geste du bijoutier. Je le cite. La mort d'un homme est toujours une tragédie, mais il faut malgré tout comprendre la situation. Les commerçants vivent dans l'angoisse de subir un braquage ou une agression, souvent pour quelques centaines d'euros partout en France. La réaction de la sœur de la victime, on prend la défense d'un assassin, est assez peu audible dans ce contexte et l'on se déchire pour savoir qui est la vraie victime, le voleur ou le volé, celui-ci clamant « Je suis la victime avant lui ». Une manifestation réunit 1 millier de personnes à Nice, surgissent des panneaux « Oui à l'autodéfense »,« Défendre son commerce n'est pas un crime ». Et donc, si l'utilitarisme peut être aussi une morale personnelle, on voit que dans ce contexte, pardon, je me suis trompé de page, j'en ai plus. Oui, c'est ça. J'ai perdu la fin, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est donc que dans ce contexte, on peut se demander si cet utilitarisme qui paraît assez choquant dans la morale américaine, montrée par ces séries, n'est pas en train de gagner dans nos villes. Et on peut se demander, en allant un tout petit peu plus loin, si la morale du devoir qui dicterait à chacun d'œuvrer pour la communauté et pour le bien public n'est pas en train d'être battue en brèche par différents corporatismes et par différents points de vue qui sont toujours partagés par quelques membres de la communauté, se fichant complètement de l'intérêt général. Voilà. Merci.